Bonjour à tous et bienvenue sur Osmose Cosmo. Aujourd'hui on va parler spatial parce qu'il est de plus en plus médiatisé, mais seuls ceux qui approfondissent le sujet arrivent à comprendre comment se passent les technologies dans un lanceur, un site de lancement et plein d'autres choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir les bases du spatial ensemble avec ce décor, un monument aux morts en Gironde à Socats, qui est un lieu de pèlerinage pour les astronomes. Prenons deux lanceurs de charge utile comparables, Vega, lanceur européen, et la Longue Marche chinoise. Vega utilise un moteur à propulsion solide pour se propulser car c'est très efficace, elle est moins chère et c'est beaucoup plus simple de le stocker. Cependant, il y a quelques désavantages, notamment le fait que vous ne puissiez pas moduler la poussée, ou encore que vous puissiez éteindre le moteur. La Longue Marche chinoise utilise elle un moteur à ergol liquide qui est moins puissant que le moteur à ergol solide. Cependant, il y a quelques avantages qui sont notamment le fait que vous puissiez moduler la poussée ou encore éteindre le moteur si besoin. Le stockage du carburant est quant à lui beaucoup plus complexe car la plupart du temps ces ergols sont à très basse température et à haute pression dans les réservoirs, limitant le temps maximal durant lesquels ils peuvent être stockés. Il est donc nécessaire de charger les ergols au dernier moment. On revient à la propulsion liquide dans quelques instants. Après avoir décidé du type de lanceur que l'entreprise devra commercialiser, il faut avoir un lieu où pouvoir fabriquer et assembler la fusée. Pour l'Europe, la fabrication de l'Ariane 5 a lieu un peu partout dans les pays de l'Union. En envoyant toutes les pièces à Kourou, l'assemblage est réalisé en Guyane française pour pouvoir construire la fusée telle des Lego. En un peu plus complexe quand même, mais tu as compris le principe. L'organisation dans une entreprise spatiale est capitale pour abaisser les coûts d'un lancement, ce qui ne réussit visiblement pas à l'Europe de ce côté-là pour l'instant. D'autres choisissent une organisation différente où les lieux de fabrication et d'assemblage sont très proches, permettant un gain de temps et éviter de la logistique de transport de pièces. Avant de lancer une charge utile dans l'espace, il faut savoir si elle survivra au voyage. Et pour savoir si elle va survivre, eh bien on la torture, ou presque en tout cas. On lui fait subir des tests de vibration, des tests de déploiement de panneaux solaires, de logiciels et bien d'autres encore. Ces tests servent à s'assurer que tout ce qui est envoyé là-haut est prêt à affronter les défis du lancement, du vide spatial, des interférences dues au vent solaire, etc. Après ces tests, elle est enfermée dans la coiffe et assemblée sur le lanceur. La fusée maintenant construite et assemblée, les tests préalables ayant été faits, le lanceur peut se diriger vers son pas de tir. Ce pas de tir est presque aussi important que la fusée en elle-même. Un site de lancement est un haut lieu stratégique pour l'accès à l'espace. Tout dépend des orbites visées en fait. La plupart des orbites visées sont inclinées par rapport au plan de l'écliptique. Le plan de l'écliptique géocentrique est un plan prenant en référence l'orbite de la Terre autour du Soleil. Une mission ayant besoin de rejoindre la Station spatiale internationale devra s'incliner de 51 degrés par rapport au plan de l'équateur. Celle-ci est importante car grâce à elle, elle permet de couvrir plus de 90% des zones habitées. Plus l'inclinaison de l'orbite est grande, et plus vous avez de zones de couverture du globe étendues. D'ailleurs, vous devez savoir que l'inclinaison de l'ISS est plus élevée que prévu. Et oui, avec le développement des navettes spatiales, l'inclinaison optimale aurait été de 21 degrés, en raison de l'inclinaison de la base d'où sont lancés les Space Shuttle. Cependant, la coopération entre la Russie et les USA a contraint en raison de la faible manœuvrabilité des vaisseaux Soyouz et progresse de l'incliner de façon à ce qu'un lancement soit possible depuis Baïkonour. Le fait que l'inclinaison ne soit pas optimale pour la navette spatiale, cela provoque une plus grande consommation de carburant. Celle-ci fait perdre donc 6 tonnes de capacité d'emport à la navette spatiale pour l'ISS. L'une des orbites est très intéressante, l'orbite équatoriale. Le plan équatorial permet d'obtenir si besoin une orbite géosynchrone, une orbite qui permet de tourner à la même vitesse que la rotation de la planète. Ce qui permet aux satellites de communication, haut dans le ciel, de couvrir une grande zone durant toute la vie du satellite. Cette orbite équatoriale est donc cruciale pour beaucoup d'agences spatiales, et une base de lancement bien située va permettre de faire des économies de carburant. Plus une base se situe proche de l'équateur, et plus on engrange de vitesse, sans pour autant avoir décollé. En effet, la vitesse de rotation de la Terre à l'équateur est supérieure à la vitesse de rotation au pôle par exemple. Donc plus vous êtes proche de l'équateur, et moins vous devez fournir de vitesse supplémentaire pour atteindre l'orbite, grâce à ce que l'on appelle l'effet de fronde.
Il est cependant important de choisir une zone où les lanceurs ne risquent pas de retomber sur des zones habitées. Il est aussi important que la base puisse accueillir tout le nécessaire pour accueillir les fusées, comme notamment des jets d'eau, du stockage du carburant, du matériel de réparation, bref, plein de choses. Une fois la base de lancement choisie, notre fusée va avoir besoin d'être emmenée sur le site de lancement. Pour cela, l'utilisation de voies ferroviaires adaptées sera généralement nécessaire. Ce n'est pas le cas pour tous, mais dans la globalité, c'est le moyen le plus utilisé. Lorsque l'engin arrive au niveau de la zone de lancement, il y a 3 situations qui se profilent. La première est celle de l'engin que l'on amène couché au site de lancement. Pour l'installer sur le pad, la fusée doit se remettre droite. Et pour cela, elle fera appel à des structures mécaniques pour la lever. La seconde option est le véhicule assemblé debout, tel l'Ariane 5, et que l'on doit emmener au site de lancement. Pour ces cas, une table de lancement fera le voyage jusqu'à la zone de tir. Cette table de lancement supportera le décollage et devra bien être installée pour éviter d'endommager la structure du site, ou encore la fusée elle-même. Le dernier cas est la fabrication du lanceur sur le pas de tir. Le bâtiment servant à l'assemblage se retire pour éviter d'être endommagé et la mise à feu est activée au même endroit d'où elle a été assemblée. Jusque là c'était assez simple, mais maintenant nous allons entrer dans le vif du sujet, le fonctionnement de notre fusée. Pour cela, les équipes en charge de la bonne direction des opérations se situent dans un centre de contrôle où il est possible d'agir sur la fusée ou encore sur le décompte. Notre fusée sera composée de 2 étages. Elle utilisera 2 boosters à poudre et un moteur à ergol liquide, oxygène, hydrogène pour le premier étage. Le second étage sera lui aussi à ergol liquide et sera équipé du système RCS. Une coiffe protégera la charge utile et la charge utile sera équipée, elle, d'un moteur ionique et de moteurs à monergol. Notre engin est sur le pas de tir, un bras ombilical va l'alimenter en énergie électrique et en ergol. Les ergols sont les liquides stockés séparément dans la fusée grâce à des réservoirs séparés. Nous sommes quelques heures avant le lancement, les ordinateurs de bord sont programmés, le plein commence à se faire dans la fusée et les réservoirs se remplissent de leurs ergols respectifs. Ces ergols sont à très basse température pour que ces gaz soient liquides. Cette température dite cryogénique va faire que les gaz vont prendre moins de place et seront placés sous pression. Sur pas mal de fusées, nous pouvons retrouver ce que l'on appelle des COPV. Ce sont des réservoirs sous forte pression de gaz inerte qui vont pressuriser les ergols durant le vol afin de maintenir une forte pression dans la chambre de combustion. Pour aider à la pressurisation des réservoirs d'ergols, le gaz inerte froid va s'injecter petit à petit dans un échangeur de chaleur, le réchauffant et lui permettant alors de prendre plus de place dans le réservoir pressurisé. Les boosters latéraux sont déjà chargés en poudre et n'attendent qu'une chose, être allumés. La poudre est très souvent un composite de perchlorate d'ammonium avec l'aluminium et du polybutadiène. La forme du canal de la chambre de combustion aura un rôle très important dans le fonctionnement de la propulsion et de la combustion de la poudre. Les formes les plus courantes sont celles-ci, le canal cylindrique et l'étoile, comme je l'appelle. Maintenant que nous avons fait le point avec nos boosters à poudre, regardons un peu où en est notre fusée qui se prépare au lancement. Bon alors, elle en est où notre fusée là? Ah, nickel, bon bah il y a une fumée blanche. Vous commencez à être habitué à la voir. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le chargement des ergols se fait avec les gaz à très basse température. La basse température va faire refroidir le corps de la fusée et ainsi de la glace ou une fumée peut se dégager tout le long du lanceur. Cependant, il y a certains endroits qui produisent plus de fumée que d'autres. L'ergol liquide contenu dans les réservoirs se réchauffe au fur et à mesure du temps. Il redevient alors en petite quantité sous forme gazeuse. Sauf que le lanceur ne peut supporter qu'une certaine pression. En devenant sous forme gazeuse, la pression dans les réservoirs augmente et le risque d'explosion grandit. De plus, la fusée aura un moins bon rendement. Pour contrer cet effet, il est obligatoire de relâcher de la pression via des vannes. Ces vannes relâchent l'excédent d'ergol gazeux, encore extrêmement froid. Le choc brutal de température lorsque le gaz se retrouve dans l'atmosphère va condenser l'eau qui se trouve à proximité du relâchement gazeux, et donc former cette fumée blanche. En parallèle, pour éviter de perdre tous les gaz, le réservoir est rempli de la quantité d'ergol perdue. Quelques minutes avant le lancement, l'ordinateur de bord va calculer grâce à tous ses capteurs si le lanceur est dans sa configuration optimale. Il prend ainsi le relais automatiquement et va s'auto-analyser. Dans le même temps, il va se synchroniser avec le compte à rebours et passer sur son alimentation électrique interne. En d'autres termes, il passe sur batterie. S'il détecte une anomalie, il va arrêter le décompte et se mettre en mode sécurité pour que les équipes puissent analyser et réparer l'anomalie si besoin. Quelques secondes avant le décollage, le pas de tir est arrosé avec des trompes d'eau pour atténuer le bruit et les vibrations au décollage. Les vibrations d'un décollage peuvent endommager le lanceur. Nous avons aussi les vannes du comburant et du carburant qui sont ouvertes au niveau bloc moteur afin d'être converties en gaz chaud
dans un générateur de gaz, permettant de faire augmenter la pression et d'alimenter les turbopompes du moteur. Les gaz chauds utilisés pour faire fonctionner les turbopompes ne seront pas utilisés pour la propulsion, il est donc nécessaire de les éjecter via un pot d'échappement. C'est alors une petite perte d'efficacité du moteur puisque pas tous les gaz sont utilisés pour propulser. Les turbopompes vont pouvoir injecter les gaz froids à haute pression dans la chambre de combustion. Ce mélange entre les gaz va faire augmenter la pression et lorsqu'ils seront brûlés, va émettre une poussée dirigée par la tuyère. Celle-ci va alors monter en température très vite et ça ce n'est pas bon du tout car en effet si la température de la tuyère est trop élevée, elle va casser. Afin de gérer la température, le carburant encore froid va parcourir le long de la tuyère comme durant l'engine child. L'engine child étant le refroidissement de la tuyère avant le décollage. Puis le carburant froid ira rejoindre la chambre de combustion où il sera brûlé avec le comburant puis éjecté par la tuyère. Bref, ainsi la tuyère sera refroidie durant toute la durée du décollage. Le moteur à ergol est mis à feu grâce à une étincelle dans la chambre de combustion. En cas d'anomalie, le lancement peut encore être annulé car la fusée est attachée au pad. Cependant, cette phase ne dure vraiment pas longtemps, quelques secondes tout au plus. Cette période de vérification se fait avant l'allumage des boosters latéraux à poudre, car s'ils sont allumés alors qu'une anomalie survenait durant cette période, il serait impossible d'empêcher le décollage. Bon, notre lanceur n'a aucune anomalie et rien n'empêche le lancement, alors il est temps de décoller et d'allumer les boosters à poudre. L'allumage se fait grâce à un allumeur dans le booster qui va enflammer un bord du propergol. Ce bord va s'enflammer et pousser vers le bas prenant le canal central servant de chambre de combustion pour arriver au col de la tuyère et à la tuyère afin d'effectuer la poussée. Le moteur central met son régime à 100%, les boosters latéraux sont allumés et la fusée est lâchée par le pas de tir. Nous y sommes, la fusée décolle. Quelques secondes après le décollage, la fusée doit s'incliner pour arriver à faire une orbite. Elle fait donc appel au gimbal du moteur et des propulseurs. Le gimbal est un moyen d'avoir un axe stable sur le moteur pour éviter que le moteur ne s'incline de manière inopinée. Pour cela, le gimbal va agir sur des vérins hydrauliques qui sont attachés au moteur, permettant l'inclinaison de celui-ci. Le centre de gravité ayant été déplacé par l'inclinaison du moteur, la fusée s'incline. Au fur et à mesure du décollage, la fusée va perdre de la masse à force de brûler ses carburants. Elle va donc accélérer plus fort et les jets endurés par la charge utile vont devenir plus importants. Ce qui va engendrer un problème physique important. La fusée imprimant une pression sur l'atmosphère due à son accélération et à sa vitesse, la pression sur le lanceur va elle aussi augmenter jusqu'à atteindre ce fameux max Q. Le max Q est l'endroit où la pression aérodynamique sur le lanceur est le plus important et c'est donc l'endroit durant le vol où c'est le plus propice que ça pète. La fusée ne pète pas? Tant mieux, alors continuons le voyage. L'accélération atteint plusieurs G et les boosters à poudre n'ont bientôt plus de propergol en leur sein. Une fois totalement consommée, l'accélération imprimée par les boosters devient nulle. Il est alors temps de se libérer de cette masse en trop. Les attaches qui permettaient aux boosters de rester accrochés se décrochent et un petit moteur à poudre situé dans le nez va se déclencher. Cela va permettre d'écarter le booster de la fusée sans prendre le risque d'entrer en collision avec elle. Vous avez pu constater durant le décollage que la forme des flammes ont changé durant le vol. La pression de l'atmosphère a diminué. Les gaz se détendent dans le vide et les flammes prennent donc plus de largeur. La forme des tuyères conditionne l'efficacité du lanceur en fait. Une tuyère serrée servira en atmosphère car les gaz sont comprimés par celle-ci, tandis qu'une tuyère plus large servira dans le vide. Notre premier étage est maintenant assez loin de notre site de lancement. La communication risque d'être interrompue. Pour remédier à cela, des antennes placées proches de la trajectoire du lanceur permettront de le suivre et d'avoir les données télémétriques. Il est aussi possible d'utiliser la communication satellite, cependant plus complexe. Le lanceur change d'antenne, dépasse la ligne de Kármán, ligne définissant la frontière entre atmosphère et espace, puis va se séparer de sa coiffe, grâce à de mini-charges explosives permettant de s'éloigner assez loin et rapidement. Cette coiffe aura servi à protéger la charge utile des forces aérodynamiques ainsi que les vibrations et la chaleur du frottement de l'air. L'accélération continue, puis à un moment donné, il n'y a plus de carburant dans les réservoirs du premier étage. Nous ne sommes toujours pas en orbite, alors pas de temps à perdre. Il faut se séparer du premier étage et allumer le second. La tuyère du second étage étant dans le vide, elle sera donc plus large, c'est bien, tu suis. Elle sera allumée grâce à une résistance chauffante parcourue par un courant de haute intensité. Celle-ci enflammera les gaz et permettra de reprendre l'accélération.
Pour arriver en orbite terrestre, le second étage va devoir encore imprimer quelques milliers de km/h. Quelque temps après, la trajectoire va finir par se circulariser. La vitesse est assez élevée pour contrer la force de gravitation et éviter de retomber sur Terre. Le logiciel embarqué coupe alors l'arrivée des gaz et le moteur s'éteint. Il n'y a alors plus aucune force d'accélération, plus d'air pour freiner le véhicule. Nous sommes en orbite et en apesanteur. C'est sublime. En attendant le rallumage du moteur direction Mars, mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Bye les cosmos. Bye les cosmos. Bon non.